Alors je vais commencer avec vous, Yann Maël, puisque l'an dernier, vous nous expliquiez déjà avoir commencé à simuler un hôpital pour en améliorer le fonctionnement avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et depuis, vous développez un projet impressionnant qui s'appelle Junior, coporté par l'Agence de l'innovation en santé. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Ouais, alors je vais vous montrer un petit peu, alors on en est au tout début du projet, hein, parce que ça prend un peu de temps, mais je vais pouvoir vous montrer en tout cas comment on a imaginé les choses, avec un ancien cabinet, parce que ça a beaucoup bougé depuis, mais voilà, les choses continuent, ont été annoncées, donc on continue à avancer. Alors, je sais pas si... Si, allez-y, utilisez votre appareil, normalement ça va s'afficher. Voilà, désolé, ça y est, on a déjà une première... Alors, on n'a pas sur les retours, excusez-moi, mais on l'a là sur l'écran. Je vais me retourner un petit peu. Juste pour vous dire, on a souvent l'habitude d'entendre parler des jumeaux numériques en santé avec ça, c'est-à-dire des jumeaux numériques de patients, du classique. On a des données du patient qui existent. Ces données... on leur applique des modèles et grâce à ces modèles, on crée une réplique partielle du patient et grâce à ça, on peut essayer de simuler des diagnostics, des pronostics ou d'autres interventions. Quelque chose d'assez connu, la chirurgie, je vais scanner mon patient ou avec un IRM, je vais remodéliser son cœur et à partir de là, je vais tester l'intervention avant de faire la chirurgie sur le patient, notamment quand il y a des voies d'abord un peu particulières. Il vaut mieux tuer le jumeau numérique que de faire une erreur pendant la chirurgie. Mais ça, c'est ce qu'on voit souvent en santé. Pour autant, depuis plus de 20 ans ou 30 ans, 20 ans peut-être, dans les avions, je pense que vous devez savoir mieux que moi, notamment, les jumeaux numériques servent à beaucoup d'autres choses, notamment à de l'organisation. Et c'est là où on a commencé à réfléchir, pardon, excusez-moi, côté ministère. Aujourd'hui, vous volez que sur des avions qui ont d'abord été testés sur des jumeaux numériques avant de passer en soufflerie et avant d'être testés avec des humains. Ça ne viendrait pas à l'idée au monde de l'aviation de faire l'inverse, de commencer à mettre des gens dans un avion, de voir s'ils se crashent et de commencer d'aller après sur du numérique et d'enregistrer les données. Donc on fait complètement l'inverse et on commence à voir émerger en santé, ou en tout cas à vouloir s'inspirer de ces jumeaux numériques. On verra une expérimentation tout à l'heure, plus qu'une expérimentation, un vrai jumeau qui tourne tout à l'heure, de se dire comment on peut essayer de... Alors deux choses, déjà de s'assurer qu'on capitalise un peu plus sur ces technologies-là, de jumeaux d'organisation, et de se dire à quoi ça peut nous servir, nous, institutions, ou nous, acteurs de terrain, dans notre quotidien, dans notre pilotage de nos activités. C'est ça, on va avoir besoin d'exemples de ce qu'on pourrait faire. Ouais, je vous donnerai des exemples. Et en fait, cette idée est née d'une réunion au cabinet où on parlait prévention. Et ça rejoint la discussion qu'on a eue au tout départ, sur la pluriannualité. On a beaucoup de mal à investir en prévention ou à investir sur des choses innovantes parce qu'à chaque fois, le truc, c'est on n'est pas sûr de l'impact que ça aura dans 2, 3, 4 ans. Donc l'investissement à un instant T, on a du mal à prendre la décision. Et personne n'est d'accord sur les simulations qu'on peut faire en disant on pense que l'impact sera ça. C'est pour ne pas risquer des financements ? Parce qu'on veut être sûr de ce qu'on fait et que aujourd'hui les méthodologies d'études classiques, en France en tout cas, chez les anglo-saxons ils savent un peu plus faire des modélisations, mais en tout cas en France les modélisations on n'y croit pas. Voilà. Ouais. Donc quand on modélise, en général c'est de la science un peu molle, donc on ne veut pas en tenir compte et donc on ne prend pas de risques sur ces modélisations. Et donc on s'est dit comment les jumeaux numériques peuvent nous aider. Alors, s'il y a des experts des jumeaux numériques, désolé du terme, parce qu'après on peut rentrer dans jumeaux numériques, passion artificielle, etc. Voilà, on va mettre ça sous le chapeau jumeaux numériques. On s'est demandé comment ça pouvait nous aider pour faire mieux anticiper nos politiques publiques et pouvoir avoir des résultats un peu tangibles et des scénarios tangibles quand on a des discussions et qu'on doit prendre une décision collectivement. Il faut peut-être repréciser en fait jumeaux numériques, ce terme. Alors, jumeaux numériques, ça, c'est côté patient. Je prends des données, je les numérise et je recrée l'architecture biologique, corps, etc. Numériquement et je fais de l'intervention là-dessus. Sur de l'organisation, je fais la même chose. Je
on parlera tout à l'heure des urgences, mais je prends toutes les données disponibles. Par exemple, on a à l'hôpital Foch, ils ont à l'hôpital Foch un jumeau numérique pour pas l'écologie, mais l'énergie. Ils vont avoir numérisé tout leur flux énergétique, leur consommation, leurs besoins, etc. Et à partir de ça, ils vont pouvoir tester des scénarios de consommation énergétique et donc mieux gérer et piloter leurs besoins et donc potentiellement économiser de l'argent, mieux s'investir, etc. Donc c'est le principe du jumeau. Quand on parle de synthétique, c'est qu'on est parti. Le jumeau, c'est de la donnée exacte qu'on transfère. C'est la même donnée. Alors c'est jamais complet parce qu'en général on n'a pas la donnée de l'intégralité de notre système, mais c'est la même donnée. Quand on parle de synthétique, c'est qu'on est parti de vraies données et on a généré des nouvelles données. Je m'explique. Vous avez par exemple une maladie rare, il n'y a que 5 patients dans le monde. C'est compliqué, vous avez les données de ces 5 patients. Pour autant, faire une étude sur 5 patients, voilà. Donc ce qu'on est en capacité de faire, parce qu'on a des moyennes et qu'on sait à peu près comment ça tourne, on prend ces 5 patients et on génère à partir de ces 5, en appliquant des moyennes et des algorithmes, on génère des centaines de faux patients qui ont toutes les caractéristiques des vrais et qui restent dans la normale et qui nous permettent, au lieu de faire une étude sur 5 patients, on fait une étude sur 200 patients. Voilà. Et ça, on parle de synthétique et pas de jumeaux numériques. D'accord. Voilà. Désolé de rentrer dans le technique. Alors là, pour l'instant, le projet Junior. Ça, c'est le projet et comment il est né. Et techniquement, donc ça, c'est la question qu'on s'est posée. C'est si on prend toutes les données de la France, on verra lesquelles tout à l'heure, est-ce qu'on est capable de créer soit une France synthétique, soit un jumeau numérique de la France? Donc soit c'est énorme comme travail dans tous les cas. Ça peut être énorme et ça sera probablement hyper important, un peu dur, mais on y arrivera. Donc vous allez créer un jumeau numérique de la France. Alors on l'a pas encore créé, mais c'est l'idée de pouvoir se dire, voilà, je vais justement créer ce jumeau numérique et à partir de ce jumeau numérique, grâce à toutes les données qu'on a, on peut se dire qu'on peut tester des interventions. Je vais prendre l'intervention la plus radicale. Je détruis tous les établissements de santé en France et je vais demander aux jumeaux de me les positionner au bon endroit pour répondre aux besoins de la population, pour que aucun patient soit à plus d'une demi-heure et en plus de faire ça, de nous calculer le capacitaire des établissements. Voilà, bon, c'est le cas qui arrivera jamais, hein, c'est pour ça que je l'ai pris, mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut imaginer grâce à ces jumeaux. Est-ce que ce jumeau numérique aurait pu aider sur la pandémie, par exemple, dans l'organisation et la prise de décision? Oui, techniquement, quand on regarde, les données sont... On a beaucoup de choses, là, il y a des données de pandémie, etc., il y a des données de pollution. Et on a déjà un jumeau numérique qui a été développé par l'INRIA, qui s'appelle le jumeau ICI, qui est déjà qui tourne déjà et qui est en phase de tests un peu plus approfondis en ce moment, sur lequel ils ont cartographié l'intégralité de la région parisienne, aussi bien sur la cartographie d'offres de soins. Ils ont mis les caractéristiques des différents virus, avec les différents paramètres. Ils ont mis les flux de population, c'est-à-dire où sont les populations dans la région parisienne, quels sont les flux, c'est-à-dire transport, à quelle heure de la journée on prend les transports, à quel moment on se croise, etc. Et comme ils ont cartographié rue par rue Paris et sa région, ils peuvent mettre un virus à un coin de rue et voir comment il va s'étendre. Et voir comment il diffuse et à quel moment les établissements de santé sont saturés. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours et qui est déjà possible. Oui, c'est très prometteur, voilà. Effectivement. Et donc c'est un peu ça qu'on souhaite pouvoir faire, avec toutes les données qu'on a, de pouvoir déjà, les récupérer et les mettre à peu près au même endroit. Donc pollution, professionnels de santé, établissement, état de santé de la population. Et à partir de là, essayer de simuler des choses. Et aussi, une chose intéressante, c'est si on réussit à avoir de l'ancienneté dans les données qu'on va récupérer, on peut aussi, grâce à de l'IA, essayer d'aller chercher des impacts qu'on n'avait pas forcément anticipés. C'est-à-dire que l'IA pourra aussi, en analysant les données, nous faire ressortir des choses qui impactent nos décisions, mais qu'on ne voyait pas forcément. L'idée, c'est quoi? C'est d'orienter les politiques publiques? Il y a plusieurs niveaux. Il y a au niveau institutionnel, ARS, décideurs locaux, c'est de se dire... voilà, je dois prévoir un plan de santé, des interventions, j'ai plusieurs scénarios, lequel je choisis et pourquoi. Donc mieux étayer la décision. Mais après, il y a aussi des questions de recherche, notamment, voilà, on parlait tout à l'heure de prise de décision. Il y a des choses innovantes en termes de prévention ou des dispositifs médicaux qui arrivent. Si on veut pouvoir tester des choses, on pourrait imaginer des tests d'accès au marché, des tests d'impact organisationnel de ces solutions innovantes pour pouvoir justement prendre des décisions de remboursement ou pas de remboursement. On peut imaginer beaucoup de choses après.
On va déjà voir un exemple concret de jumeaux numériques. C'est celui que vous développez, Abdeslam Rejaline, au centre hospitalier de Firminy. Racontez-nous un peu de quoi il s'agit. Oui, alors, donc du coup, pour nous, le constat dans la médecine d'urgence, tout d'abord, c'est de faire face au flux. C'est comme ça qu'est née l'idée, c'est important. Vous le voyez bien, hein, on était à 10 millions de passages il y a 20 ans, on a 22 millions en 2025. Et l'enjeu, pour réussir à continuer à exercer cette spécialité, c'est de faire face à ces flux et de redonner du sens à un personnel soignant qui est très souvent débordé, hein, vous le voyez, on défraie régulièrement l'actualité dans nos services d'urgence sur ces difficultés à gérer ces flux. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée d'un jumeau numérique. Uniquement sur le service des urgences donc. Uniquement sur le service des urgences, pour l'instant en fait. Oui. Pour l'instant, parce qu'on avait... Enfin, on a l'objectif aussi de le mettre sur le flux et le parcours patient entier. On va revenir sur les urgences déjà, parce que je pense qu'on a besoin de bien comprendre comment ça fonctionne et surtout, qu'est-ce que ça permet. Exactement. De faire. Au départ, on a commencé, du coup, c'est un travail qu'on mène en collaboration avec, enfin, on est toute une équipe à travailler sur le sujet, notamment avec l'école des mines de Saint-Étienne et des mathématiciens qui nous aident à modéliser tout ça. L'idée sur un service d'urgence, c'était de se pluguer sur le logiciel informatique du service d'urgence et créer virtuellement un service d'urgence pour voir un peu les conséquences d'un flux. C'était pas assez précis pour nous parce que quand on a fait ça, on a commencé la première expérimentation au CHU de Saint-Étienne et c'était pas assez précis parce qu'on se rendait pas compte de ce qui se passait. On savait que nos patients attendaient très longtemps, mais on savait pas ce qui se passait pendant qu'ils attendaient. Ce qui paraît parfois surprenant, parce qu'on pourrait se dire un patient, il est vu à un instant T, T+1, il sort. Gardez bien le micro près du menton. Ce qui n'était pas du tout le cas, du coup, quand on a fait cette première expérimentation. Donc on allait plus loin et effectivement, c'est beaucoup instruit auprès de l'industrie et notamment du domaine aéronautique en se disant, ils arrivent à gérer des flux. On voit l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui fait 70 millions de passages par an. Ils gèrent leur flux et quand on rajoute quelques passagers supplémentaires, ça pose pas de problème. Chez nous, un patient désorganise vraiment les flux et on l'a constaté sur nos jumeaux numériques. Dès qu'on met un patient, alors je vais stigmatiser deux pathologies, la psychiatrie et la gériatrie, ça déstabilise l'équipe et ça pose problème. Du coup, on allait plus loin dans nos jumeaux numériques et on s'est mis à faire du tracking soignant dans un premier temps. Vous les avez équipés de badges, c'est ça? C'est ça. On a créé des badges et des bornes dans le service pour les géolocaliser en temps réel. C'était sur la base du volontariat et 95% de l'équipe ont participé au projet. Hein, donc il n'y avait pas du tout de réticence de l'équipe parce qu'ils voyaient qu'ils étaient débordés, qu'ils voulaient s'améliorer sur la gestion de ces flux. Et les résultats sont surprenants en fait, hein, parce que dès qu'on s'est intéressé un peu sur qu'est-ce qu'on faisait, on arrivait, si on parle de productivité de soins, c'est-à-dire le temps qu'un médecin ou qu'une infirmière va passer avec le malade, on était à moins de 30%. Donc des chiffres ahurissants en fait, parce que finalement, je ne crois pas connaître d'entreprise financièrement stable avec une productivité à moins de 30%. Donc du coup, c'est vrai que c'était la complexité de ce système et ça nous a mis en exergue plein de choses. C'est-à-dire que les soignants dans un service d'urgence font plein d'autres choses, on le sait, hein, mais de le prouver, c'est qu'ils font plein d'autres choses que réaliser du soin. Et ça, c'est assez surprenant. On en a fait d'ailleurs une publication dans Nature, donc une bonne revue scientifique. L'idée, c'est vraiment de maîtriser ces flux. Et ça, c'était important pour nous parce que on avait un conflit social à l'hôpital Le Corbusier à Firminy où les infirmières voulaient être beaucoup plus nombreuses. Et j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui m'a suivi dans l'expérimentation. Et on a même essayé de doubler les effectifs en fait paramédicaux. Aucun impact sur l'attente du patient et la satisfaction de la prise en charge patient. Parce que finalement, si vous produisez pas beaucoup, vous pouvez mettre autant d'effectifs que vous voulez, ça marchera pas mieux. Et ça, c'est vraiment la réelle. Ce que je tire le plus intéressant de cette étude, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle souvent de déficit de moyens, de personnel,
mais on ne parle pas trop de productivité et d'amélioration des prises en charge au travers de ces productivités. Ouais. Donc en fait, vous allez pouvoir avoir une productivité plus importante sans augmenter le nombre de soignants, c'est ça l'idée? Exactement. L'objectif derrière, c'est de pouvoir reconduire ces expérimentations, proposer des nouveaux outils numériques pour redonner du temps médical. Oui, par exemple. Par exemple, des dictées numériques dans les services d'urgence, qui n'était pas le cas dans le mien et qui a été instauré, pour essayer de redonner du temps médical, paramédical. Et l'objectif, on va rentrer dans des phases de nouvelles mesures. Et dans les perspectives également, on a une deuxième perspective, c'est de taguer les patients également, parce qu'on a besoin de savoir où ils sont, comment se passe leur parcours. Je vous le disais tout à l'heure, parfois vous avez des patients qui viennent pour une colique néphrétique et ils rentrent à 8 heures et ils en sortent à 20 heures le soir et on ne sait pas pourquoi. On veut aussi traquer ces patients pour optimiser tout ce parcours de soins, de la réalisation de la biologie, au scanner, à la décision médicale, et améliorer aussi le lien avec les familles qui sont parfois en salle d'attente et qui attendent 12 heures un patient sans savoir où il est. Donc c'est extrêmement complexe et je pense que c'est novateur et qu'il faut qu'on aille là-dedans. Ouais. Donc aujourd'hui, vous constatez déjà une amélioration? Oui. Chez nous, très clairement, ça a amélioré. Déjà, on a réussi à redonner un peu de temps, mais ça suffit pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on étudie tout le flux. Et vous parliez tout à l'heure de l'hôpital dans son ensemble. Je pense qu'il faut qu'on ait un flux entier dans l'hôpital. C'est-à-dire que la disponibilité des lits, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a des disponibilités en lit quand on travaille dans les services d'urgence qui sont très aléatoires. Et c'est comment mieux les informatiser. Enfin, ça arrive à personne d'aller dans un hôtel et de pas avoir de chambre. Quand on vous dit qu'il y a une chambre, il y a une chambre. Ce qui n'arrive pas dans un établissement. On ne sait jamais s'il y a un lit ou pas un lit. C'est complexe. Alors, une question importante, parce que si un établissement, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, veut modéliser, créer le jumeau numérique de son établissement, ça coûte cher? Yann Maël? Ça va dépendre d'où on part. Si l'établissement a déjà sa donnée, ou s'il n'a pas du tout de données, qu'il faut développer aussi cette partie-là avant. Tout à fait. En fait, ça dépend d'où il part exactement. Nous, on l'a fait sous mode recherche, avec une collaboration avec l'école des mines. On n'est pas du tout passé sur un principe industriel. Et on a, enfin, sur un mode recherche, ça a été un coût de, moi je peux le dire assez ouvertement, 150 000 €. C'est ce que ça nous a coûté. On a vraiment la chance d'avoir un écosystème de recherche en France et d'industriels assez important, ce qui fait que vous devriez trouver effectivement les mines, alors que ce soit Saint-Etienne ou les autres, sont hyper actifs sur ce sujet. L'INRIA, il y a beaucoup de chercheurs qui sont prêts à travailler, à faire des expérimentations, pas mal d'industriels aussi. Donc il y a possibilité, je pense, de trouver des interlocuteurs assez simplement sur le sujet. Et pour ce qui est de la France, modéliser complètement, le jumeau numérique de la France, ce sera dans combien de temps à peu près? Pour l'instant, alors tout va dépendre aussi un jour si on finit par avoir des financements sur ce projet-là, mais pour l'instant on se dit 2027-2028 pour avoir une première version assez complète. En fait, on va monter au fur et à mesure par des preuves de concept sur des thématiques resserrées. Au fur et à mesure, on va rajouter et des données et de l'algo et des cas d'usage supplémentaires. Et donc on va créer en fait ce jumeau par addition progressive. Donc il y a par exemple le Urjara, il y a aussi plusieurs autres expérimentations dans certaines ARS sur les SAMUSMUR, le capacitaire de déploiement des SAMUSMUR. Il y a des choses qui existent en maternité pour aider sur le capacitaire des maternités. On va tester aussi d'autres types de jumeaux qu'on va mettre en place, et donc c'est l'addition de tous ces jumeaux qui ont été développés sur le terrain par les ARS qui va nous permettre potentiellement de créer Junior plus rapidement. Et rapidement, il y a des limites ou des biais dans ces jumeaux numériques? C'est une bonne question, il faudra demander aux experts. Non, les biais, il y en a, mais comme dans tout, je parlais avec des experts de l'épidémio qui disaient c'est horrible, vous n'allez pas partir sur des jumeaux numériques, on ne peut pas prendre de décision là-dessus. Parce qu'il y a des biais. Mais en fait, les biais, ils sont problématiques si tu ne les connais pas dans ta prise de décision. Oui. À partir du moment où tu prends une décision, mais que tu connais les biais, que tu sais ce que tu peux faire, ce que tu peux en attendre et comment manipuler la réponse, je veux dire, le biais, il n'est pas problématique. Donc oui, il y a des biais, mais il y a aussi des avantages. Sur un jumeau numérique ou sur une France synthétique, on peut par exemple, grâce à de l'IA, créer de la donnée manquante. Ce que tu ne peux pas faire sur une base classique. Je ne vais pas aller dans le SN2S demain et dire à la CNAM, je vous rajoute des données qui n'existent pas parce que j'en ai besoin. Sur un jumeau numérique, tu peux te dire, je sais comment créer cette donnée-là. Donc je l'injecte dans le jumeau et je crée de la donnée manquante. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'avantages qui nous permettent de faire des choses, et tu compenses en général la précision par la masse de la donnée et de l'analyse. Très prometteur en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux pour cet exposé. Merci.
À tous, je vais vous laisser regagner la salle et même plus, c'est l'heure de faire une pause et je vous donne tous rendez-vous ici à 11h10 précise. C'est la pause café. Merci beaucoup.